On va commencer dans une trentaine de secondes. Eh bien, on est reparti pour la deuxième partie, les deuxièmes tables rondes. Vous allez savoir, c'est très très sympa. On a un panel d'intervenants de très très bon niveau. Alors, comme d'habitude, je vais vous les présenter. Et puis après, je vais leur poser des questions et on va interagir. Et oui, vous aussi, vous pourrez leur poser des questions. Ça, c'est super. À ma gauche, j'ai la chance d'avoir Laurent Devigne. Et d'ailleurs, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. On va garder les bonnes habitudes. Et on est à Strasbourg, donc Laurent Devigne est responsable achat au Conseil de l'Europe. Il est responsable achat au Conseil de l'Europe depuis 2014. Il a passé 14 années avant dans le privé. Donc il a expérimenté les deux en France et d'ailleurs aussi à l'étranger. Il a mis en place au Conseil de l'Europe un service achat dans le rôle et de conseil et d'accompagnement s'étend à l'ensemble de l'organisation. Donc il a passé maintenant 25 années dans les achats. Et la question auquel il a toujours du mal à répondre, ou auquel maintenant il sait très très bien répondre, mais qui est une question quand même très difficile, au fait, c'est quoi un acheteur? Parce que souvent, ces enfants ont imaginé qu'ils faisaient des courses dans un supermarché. Merci Laurent Devigne d'être avec nous. À ma droite, Christophe Amoretti-Hannequin. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi d'être là. Il est conseiller finance responsable et achat chez France Urbaine. Alors, Christophe, il a commencé sa carrière à la DGA, donc au ministère de la Défense en tant qu'ingénieur, puis animateur du segment achat. Au moment où la DGA se professionnalisait dans les années 90, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, aurait dit quelqu'un. Il a en plus été après directeur achat à Aix-Marseille-Provence. C'est là où il a beaucoup bronzé à l'époque et il en garde un très bon souvenir. Il a quand même bossé 10 ans là-bas. Et puis depuis février 2021, il est conseiller finance responsable et achat de France Urbaine. Bon, je sais que vous savez tous par cœur ce que c'est que France Urbaine. Je vais quand même vous le rappeler, on ne sait jamais. C'est une association nationale de référence des grandes villes, métropoles, communautés et agglomérations urbaines qui incarne dans une logique transpartisane la diversité urbaine et promeut l'alliance des territoires. Donc il a les deux facettes. La première, finance responsable. Ça veut dire quoi, finance responsable? C'est budgétisation verte, comptabilité écologique, financement de la transition écologique. Et la partie achat, donc commande publique, marché, concession, qui sont les deux. Je sais que vous vouliez en savoir beaucoup plus où est-ce qu'il habitait, et donc je vous le dis, il habite dans un super coin, un coin très branché pour les Parisiens qu'on appelle le Perche. Il y a maintenant beaucoup trop de Parisiens dans le Perche. Et alors, Jean-Luc me dit, la Société de la bière, c'était pas dans le texte, mais on va l'ajouter quand même. Et oui, les prix du mètre carré ont augmenté à cause des Parisiens qui viennent. Il aime aussi la course, c'est un critère. On a l'impression que tous les hommes qui sont intervenus aiment la course. Et les balades en forêt, c'est logique. Il est dans le Perche. On a aussi Étienne Muller qui est avec nous. Je pense qu'on peut applaudir Étienne Muller. Étienne Muller n'est pas venu de très loin puisqu'il est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Il a déjà été cité comme référence tout à l'heure par d'autres. Il est professeur de droit public et il est directeur, accrochez-vous, du master contrat public et commande publique. Si vous ne saviez pas où former vos acheteurs publics, vous savez. Et donc c'est à l'Université de Strasbourg. Il est auteur de nombreuses publications absolument brillantes dans le domaine du droit de la commande publique et il contribue notamment au code commenté de la commande publique aux éditions LexisNexis. Alors si vous ne le savez pas, il y a environ 120 personnes qui nous suivent à distance. Donc ces personnes-là peuvent commander directement son bouquin. Et aussi, lui aussi, je suis désolé, on a une banalité incroyable. Il fait aussi de la course à pied. Voilà. C'est bon. Voilà. Il y a un truc qui se passe.
Et le dernier intervenant, celui que vous avez fait venir pour le dernier atelier, il est à sa droite, vous le connaissez très très bien, donc c'est Jean-Luc Barras, qu'on peut aussi applaudir, tiens, on est fou, hein. Allez Laurent, on commence. Donc même chose, on va interagir sur les questions d'intérêt. Alors juste, on va se rappeler, le premier sujet c'était sur les crises, et là on va parler de territorialité, et on va parler du sujet fort. Le deuxième sujet fort, vous le connaissez, je vais vous laisser le découvrir gentiment. Donc vous, en tant que représentant d'une organisation internationale, mais basée à Strasbourg, comment est-ce que vous pouvez concilier les achats nationaux, le renforcement et le soutien à la région, alors que vous êtes dans une organisation internationale? Bonjour à tous, oui, merci. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le Conseil de l'Europe donc, est une organisation internationale, donc elle n'est pas directement soumise aux règles des marchés publics, que ce soit en France ou vis-à-vis de l'Union européenne. Donc le Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres, c'est les États membres de l'Union européenne, plus quelques autres États. Et en ayant notre propre réglementation, on a quelque part la nécessité d'ouvrir nos marchés à l'ensemble des prestataires, quelle que soit leur origine. Donc, à proprement parler, il est clair que, comme j'ai déjà entendu dans la table ronde précédente, on ne va pas mettre dans nos appels d'offres des critères spécifiques permettant de privilégier un État plutôt qu'un autre, voire une région plutôt qu'une autre. Ceci étant dit, on a bien évidemment, étant basé sur Strasbourg, alors il faut savoir qu'on a à peu près 2000 agents sur Strasbourg qui sont répartis dans six bâtiments principaux. Je dis simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, le Conseil de l'Europe, c'est vraiment indépendant de l'Union européenne, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces besoins vis-à-vis des 2000 agents qui sont sur Strasbourg et qui sont dans ces bâtiments, ça nécessite certains types de marchés qui vont être peut-être plus attirants et accessibles à des prestataires qui sont basés proches de nous. Alors, moi j'ai du mal à m'imaginer, qu'est-ce que vous achetez? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne produit rien. Donc, on est organisation internationale, on va être sur tout ce qui est démocratie, droits de l'homme. Les achats au Conseil de l'Europe, ça va être essentiellement de la prestation intellectuelle, donc de la consultance, de l'accompagnement sur des projets parfois extrêmement spécifiques. Ça va être de l'organisation d'événements, donc on va faire beaucoup de conférences, on va ouvrir, on va dire, ces conférences dans différents pays, très souvent évidemment les États membres, mais aussi d'autres États. On est très actifs par exemple en Tunisie, au Maroc par exemple. Et donc on achète pour à peu près 100 millions d'euros. Alors je me suis dit, est-ce que je le dis ou pas? Parce que j'ai entendu 40 milliards tout à l'heure, 100 millions, ça va être compliqué. Mais quand même, voilà. Donc 100 millions d'euros finalement à l'échelle du Conseil, c'est aussi beaucoup de prestations qui sont liées à l'entretien des bâtiments et au service aux personnes, donc finalement aux agents. Donc la restauration, le nettoyage, la sécurité, mais également tout ce qui est conférences, multimédia, informatique, formation, ressources humaines, etc. Donc finalement, il y a vraiment des prestations. Nous, on voit aujourd'hui, on a surtout des prestataires locaux, voire français, qui participent à nos appels d'offres, tant bien même qu'on essaie vraiment de les ouvrir un maximum et justement de diversifier nos panels. Alors, en termes de souveraineté, c'est vrai qu'on est... le Conseil de l'Europe, et d'ailleurs les organisations internationales de manière plus générale, il y en a en France, il y en a quand même beaucoup qui sont basés aussi sur Paris, ne vont pas avoir ce rôle, voilà, d'accompagner spécifiquement le territoire, mais en même temps, on a beaucoup d'appels d'offres qui les concernent directement, ces acteurs locaux, et qu'on essaye vraiment d'inviter à participer et à prendre des marchés. Est-ce que dans ce contexte-là, vous arrivez à faire de l'achat durable ? Alors, moi je réponds encore une fois Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe, c'est une thématique
qui est devenu politique en fait surtout depuis l'année dernière. Hein. Donc il y a eu des décisions qui ont été prises de mettre en place des actions du Conseil de l'Europe vis-à-vis de ses États membres par rapport à les accompagner sur justement l'environnement, le développement durable. Mais finalement, au niveau achat, on va être un peu plus, je dirais, un peu en décalage, je pense, aujourd'hui vis-à-vis de ces thématiques-là. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, hein, encore une fois, là, tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre des critères, par exemple, qui vont favoriser des démarches environnementales ou sociales, hein, ça reste vraiment à la marge. C'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est quelque chose qu'on a envie de développer sur le long terme. Spacer, etc. Voilà, c'est des choses qu'on connaît. Et en même temps, les achats sont très décentralisés au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que moi je suis responsable, on va dire, d'essayer d'amener, on va dire, de plus en plus d'outils et de méthodes et de process qui facilitent et modernisent un peu la façon d'acheter. Mais comme il y a encore beaucoup d'achats qui sont faits, par exemple, dans les États, on a des bureaux à l'extérieur, hein, dans pas mal d'États membres du Conseil de l'Europe. Voilà, c'est vrai que c'est des pratiques qui vont être difficiles et qui vont prendre du temps à mettre en place, mais c'est l'objectif. Alors, donc, il y a deux sujets sur cette table ronde, la souveraineté et donc la régionalisation, les achats locaux. Vous, est-ce que vous arrivez à mettre en place des partenariats ou des coopérations avec des acteurs locaux aujourd'hui ? Alors, acteurs locaux, si je prends du côté prestataire, encore une fois, l'objectif, hein, en tant qu'acheteur d'une organisation internationale, probablement on va retrouver un peu les mêmes principes dans les marchés publics. Il est évident que ce n'est pas mon rôle de favoriser tel ou tel partenariat, en tout cas sur du long terme. Nous, ce qu'on cherche évidemment, c'est à renouveler nos marchés, à attirer un maximum de prestataires qui sont peut-être aujourd'hui, qui n'ont jamais participé par exemple à des appels d'offres du Conseil, alors qu'il y a vraiment des opportunités et nous, on cherche à ouvrir nos marchés un maximum. Et en même temps, on voit bien que voilà, en termes de réponse, c'est d'abord toujours les prestataires un peu historiques, ceux qui ont, on va dire, compris et qui savent qu'il y a vraiment des opportunités à prendre au niveau du Conseil, mais on a cette démarche d'essayer d'ouvrir. Après, on a aussi quand même des marchés qui sont liés à des certifications qui sont purement françaises, par exemple, sur la sécurité, sur les bâtiments, où on aura pour le coup peut-être plus de Français qui seront déjà, on va dire, équipés entre guillemets de ces certificats et qui ont plus de chances de prendre ce type de marché que d'autres. Alors ce sera ma dernière question, Laurent. Est-ce que vous voyez-vous des opportunités pour renforcer davantage l'impact positif de vos décisions d'achat sur les territoires ? L'impact positif, il est d'abord sur le message finalement qu'on essaie de faire passer. Et encore une fois, je parle du Conseil, mais je pense que les organisations internationales, de manière générale, les acheteurs qui travaillent là-bas, on est en réseau, on discute régulièrement. Je pense à l'OCDE, à l'UNESCO, à Paris, mais aussi à Interpol, à Lyon. Mais de manière plus générale, que ce soit au Luxembourg, en Suisse ou autre, on a ces discussions et cette volonté commune d'attirer, de s'assurer que les prestataires sachent qu'il y a des volumes importants aussi dans les organisations internationales en termes d'achat. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes règles et c'est vrai que quand on est habitué à répondre d'une certaine manière à des appels d'offres, et bien tout de suite il faut se réhabituer à des manières un peu différentes de répondre pour la Banque mondiale à Washington ou pour répondre au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Mais au final, ça reste des marchés et ça reste des volumes très importants. Je dis simplement un chiffre pour essayer de balancer. Les achats par exemple de la Banque mondiale, hein, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc là, enfin dollars ou euros, mais c'est des volumes énormes. Donc là-dessus, il y a vraiment des opportunités. Merci beaucoup, Laurent Devigne, pour ce témoignage. Donc je me tourne à ma droite vers Christophe Amoretti-Hannequin, qui est donc conseiller finance responsable et achat
chez France Urbaine. Alors donc là, on va attaquer le deuxième beau sujet, le deuxième gros sujet, la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi pour vous ? Alors déjà, merci pour cette invitation. Je dois dire que c'est assez impressionnant de parler dans un cénacle comme celui-ci aujourd'hui. Donc merci à l'invitation de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors je viens à la question que je n'esquive pas. La souveraineté... Les Français veulent savoir. C'est pas un programme que je regarde, mais je vois celui auquel vous faites allusion. C'est vrai que la souveraineté, en fait, on pense tous et toutes connaître ce que ça veut dire. Et en fait, c'est un terme assez polysémique parce que chacun a sa propre définition. J'ai essayé de regarder en fait la définition exacte. Donc la souveraineté entendue pour un État, c'est un pouvoir illimité et absolu qui est exercé sur un territoire. Donc concrètement, d'ailleurs, c'est un concept qui n'existe pas réellement dans la réalité, puisqu'il n'y a aucun territoire qui peut se considérer comme complètement indépendant des autres, et c'est d'ailleurs même pas souhaitable, puisqu'il y a des interdépendances aujourd'hui qui existent et qu'il faut même organiser, voire renforcer. Je pense notamment au changement climatique. On vit tous sur la même planète, et donc il n'est pas possible d'envisager d'agir efficacement s'il n'y a pas des formes de coopération qui s'organisent. Alors, finalement, derrière la souveraineté, je pense qu'il y a d'autres sous-jacents ou d'autres notions ou des critiques. Je pense qu'il y a une critique de la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a sans doute aussi l'idée, et je crois que c'est une expression qui a été utilisée par le président de la République, d'autonomie stratégique, c'est-à-dire de retrouver une forme de sécurité et d'autonomie sur des secteurs qui vont être jugés stratégiques. Moi, j'aime bien l'idée d'interdépendance choisie, c'est-à-dire de considérer qu'il y a différentes échelles pour exercer des politiques publiques et qu'il faut choisir et organiser les coopérations. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu un mantra pour France Urbaine, d'alliance des territoires. J'aime bien cette idée justement d'alliance des souverainetés, de différentes échelles de souveraineté. Et pour conclure sur cette question, je dirais que justement cette définition moderne de la souveraineté, elle est totalement contraire à la définition ancienne qui était, je dirais, plus belliqueuse et plus hostile à d'autres territoires. L'idée, là justement, c'est plutôt à l'inverse, d'organiser des coopérations de sorte qu'on défende le plus efficacement possible notre intérêt commun. Et c'est intéressant parce que dans la discussion qu'on a eue pour préparer cet événement, clairement, vous avez le sentiment que la souveraineté, c'est le sujet qui revient en force aujourd'hui. Oui, je pense que, alors ça c'est pas un avis personnel, il me semble que c'est quelque chose qu'on peut toutes et tous constater. Alors pourquoi est-ce que la souveraineté revient en force ? Il y a Laure Bédier tout à l'heure qui évoquait les crises qu'on a vécues. Il y en aura manifestement d'autres à venir. Et la crise sanitaire qui a révélé de façon sidérante, au sens premier du terme, notre incapacité à produire ce qui était essentiel à assurer, je dirais, notre sécurité sanitaire. Sidération parce que je pense que finalement, c'est des délocalisations qui se sont opérées à bas bruit, en fait, qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait pas dans l'actualité et qui ont surgi d'un seul coup. L'autre crise, elle a également été évoquée tout à l'heure, c'est la crise ukrainienne qui a révélé à quel point nous étions énergétiquement dépendants d'autres pays. Alors peut-être en France avec un mix énergétique avec beaucoup de nucléaire, moins que par exemple en Allemagne, mais on a vu là encore à quel point on n'était pas du tout aussi puissant ou souverain qu'on l'imaginait. On avait ce sentiment, peut-être d'ailleurs, les enfants souvent ont une espèce de ce qu'on appelle la toute-puissance infantile. Je pense qu'on avait ce même sentiment en Europe d'être protégé, de pouvoir déployer les politiques qu'on voulait sans aucun problème. Et là, on a constaté qu'en fait, c'était pas le cas. Voilà. Donc, je pense que ça a appelé un sentiment, un désir de souveraineté. Il y a aussi la mondialisation, peut-être, qui n'a pas tenu toutes les promesses qui avaient été annoncées. Alors, je ne veux pas avoir une vision manichéenne du sujet. La mondialisation, ça a permis en 30 ans de faire tripler l'économie, je crois quadrupler dans les pays en développement, mais pour autant,
elle a aussi produit justement cette évaporation des emplois que j'évoquais juste avant. Et puis finalement, il y a eu ce qui revient dans l'actualité aussi, c'est un terme qui avait un peu disparu de nos radars, qui s'appelle la politique industrielle. Parce que la politique industrielle, on disait en Europe, finalement, nous, la politique industrielle, alors ça faisait suite à Fukuyama, les années 90, la fin de l'histoire, la fin de la guerre froide, qui a amené l'avènement des démocraties et du libre-échange. Et soudainement, on se rend compte que là encore, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, et que finalement cette politique européenne qui consistait à considérer que la meilleure politique industrielle c'était de ne pas en avoir parce que le marché allait tout régler, ça marchait pas non plus. Et là, dans l'actualité, il y a aujourd'hui, il y a quelques mois, les États-Unis, je crois que Laure Béni en a parlé tout à l'heure aussi, l'Inflation Reduction Act, qui est une vraie politique industrielle. Alors après, qui a des défauts, des qualités que je commenterai pas ici, mais qui est une forme aussi de manifestation de souveraineté. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, effectivement, la souveraineté est une question, et je ne sais pas si c'est un sujet à la mode, parce que la mode, par définition, elle disparaît assez rapidement, après elle ressurgit, les revivals, etc., qui sont de plus en plus rapides. Je pense que cette question de souveraineté, elle est là pour un petit bout de temps. Donc vous pensez qu'il y a eu un échec relatif de la mondialisation ? Pourquoi il y aurait eu cet échec ? Alors c'est un échec en plus qui est reconnu par le FMI, la directrice du FMI dans une interview du Monde récemment, Mme Georgieva, disait que effectivement peut-être qu'on avait trop parié sur la mondialisation. Elle n'était pas en train de dire qu'il fallait s'en débarrasser, mais que peut-être il fallait imaginer des compensations. Alors je ne sais pas exactement ce qu'elle entendait par compensation, mais c'est intéressant de constater que même au sein du FMI, il y a cette idée que peut-être il faut voir les choses un peu différemment. Au-delà de ça, je pense que, et ça c'est pas uniquement la mondialisation, mais c'est un des sous-jacents, c'est qu'il y a deux postulats erronés finalement. Le premier, c'est de considérer que les ressources naturelles sont disponibles en quantité limitée, et il y a un économiste français qui s'appelait, je crois, Jean-Baptiste Say, qui au 19e avait théorisé ça en disant puisque les ressources naturelles sont en quantité limitée, elles sont gratuites. Voilà. Et donc c'est un sous-jacent, c'est un postulat qui imprègne aujourd'hui nos modèles économiques, et qui est faux. Je ne peux pas citer mot à mot M. Bonifay, qui est le directeur RSE du groupe Bouygues et par ailleurs le directeur du collège des directeurs RSE. Je crois que j'écorche un peu la fonction, mais C3D, voilà, Fabrice Bonifay, qui disait que la nature, elle n'envoie pas de facture. Elle n'envoie pas de facture, mais pourtant il y en a une, et justement le fait qu'on ne la règle pas fait qu'on est aujourd'hui dans un monde de dérèglement climatique. Par ailleurs, et en illustration de ce que je viens d'énoncer, un autre sous-jacent de la mondialisation, c'est la libre circulation des marchandises, qui est d'ailleurs aussi un principe européen. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer la libre circulation des marchandises, mais que peut-être il faut tempérer ce principe à l'aune de l'absolue nécessité de décarboner notre économie, et parce que en fait finalement ce principe il a été pensé à une époque où les émissions de CO2 n'étaient pas un sujet. En tout cas, c'était pas un sujet qui était débattu. Voilà. Dans les événements CNA, on utilise toujours des techniques un peu nouvelles. Donc il y a une question qui me vient de la salle par télépathie. C'est uniquement les acheteurs publics qui sont très juristes qui me disent mais comment est-ce que vous pouvez concilier la souveraineté et les achats publics ? Alors, justement, je ne vais pas répéter ce qui a été dit avant, puisqu'il y a différentes illustrations qui ont été portées par Christian, Bruno, Laure Bédier, M. Adam tout à l'heure sur les politiques d'achat responsable. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui, à l'intérieur du droit de la commande publique, des espaces, des solutions pour intégrer les urgences des crises écologiques, mais je pense que ce cadre, il doit peut-être être repensé. Et alors du coup, je voulais rebondir sur une, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure c'est toi Christian, politique RSE, voilà, puisque comme vous le savez probablement, on ne peut noter la performance RSE d'une entreprise que dès lors que c'est en lien
lien avec l'objet du marché. Ça a été rappelé par la jurisprudence, une jurisprudence d'ailleurs nantaise. Voilà. Donc finalement, on pourrait interroger ce principe, parce qu'il y a les accords de Paris, genre les accords de Paris qui ont donné lieu en France à une stratégie nationale bas carbone. Bien, pourquoi est-ce qu'en tant qu'acheteur public, je ne pourrais pas dire, dans cet appel d'offres, je ne prends que des fournisseurs qui me démontrent qu'ils sont alignés avec les accords de Paris et qui ont une stratégie que, voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et je pense que si on considère, et j'espère, je sais bien que tout le monde ne pense pas cela, mais que j'ai ma pensée quand même, qu'on ait une majorité à considérer que les accords de Paris doivent impérativement être respectés, même si on est déjà un petit peu au-delà des 1,5 degrés malheureusement, eh bien je pense que cette question de la politique RSE doit pouvoir être décorrélée du marché. Et de façon générale, je pense que la réforme que France Urbaine appelle de ses voeux, c'est de permettre que la commande publique soit un véritable outil stratégique au service des politiques publiques et que ça ne soit pas quelque chose de séparé. Voilà. Donc il ne s'agit pas de se débarrasser du principe de concurrence, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut tout passer en gré à gré. On dit simplement qu'il faut réexaminer un certain nombre de principes à l'aune des urgences écologiques d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment urgent d'agir. Je vais prendre un autre exemple sur ce on a évoqué tout à l'heure, je crois Bruno en a parlé, le coût global. Le coût global, je pense que tout bon acheteur effectivement doit raisonner en coût global. Je parlerai peut-être après des ACV, mais il y a un autre coût global qu'on pourrait imaginer, c'est le coût global pour la puissance publique. Parce que finalement, si j'achète le même produit en Europe ou en Chine, c'est pas du tout anti-chinois ce que je dis, je précise, au même prix, eh bien, je vais peut-être prendre l'offre hors Union européenne, alors même qu'en choisissant une offre émanant de l'Union européenne, avec des produits qui sont fabriqués dans l'Union européenne, il y a une richesse économique et fiscale qui peut être créée, il y a du maintien ou de la création d'emplois qui peut être créée, sauf que ça, je n'ai pas le droit d'en tenir compte aujourd'hui dans le choix de l'offre. Donc j'ai bien conscience que cette proposition, elle est peut-être un peu décoiffante par rapport à l'état actuel des directives de 2014 et qu'elle mérite d'être travaillée, mais vous voyez, c'est un autre exemple, il me semble, de ce qu'on pourrait imaginer comme réforme des directives de 2014. Dernière chose, puisque esprit d'escalier, on parle de coût global, donc je ne peux pas ne pas parler des ACV et les coûts. L'analyse du cycle de vie. Alors ça a été rappelé tout à l'heure, effectivement, la loi climat et résilience et son article 36, alors je me permets de faire une petite minute d'autopub parce que cet article 36 est une reprise d'un amendement qui a été déposé conjointement par l'Institut national de l'économie circulaire et France Urbaine qui demande à l'État de produire le 1er janvier 2025 des outils d'analyse de cycle de vie. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on n'est même pas dans une modification législative, on est simplement dans l'idée qu'il faut fournir aux acheteurs des outils qui leur permettent d'appliquer des textes puisque de longue date, il est possible à un acheteur de substituer au prix un coût global de cycle de vie qui va intégrer des externalités environnementales. Bien, pour mettre en œuvre ces textes, il nous faut des outils, et ces outils, alors je sais que le CGLD y travaille, notamment avec l'ADEME, au travers des co-balises, mais il faut rapidement qu'on y aille là-dessus, parce que c'est ça c'est un outil puissant au service de la réindustrialisation en Europe. Voilà. Et je pense qu'il y a eu des avancées en France et la France peut s'enorgueillir d'être quand même plus vertueuse que d'autres pays en matière de commande publique durable, notamment au travers de la loi climat et résilience, mais j'aurais pu aussi citer la loi AGEC, notamment son article 58. Ça serait intéressant peut-être de faire remonter ces propositions au niveau européen en exigeant qu'au niveau européen aussi on ait une systématisation des considérations environnementales dans les appels d'offres. Voilà quelques exemples. Un dernier exemple ? On les a fait tous ? Il en reste un ? Alors un exemple très concret, alors je veux bien le dernier en une minute. En une minute, alors vous êtes Ross là parce qu'en une minute je sais que je suis trop bavard, mais rapidement une illustration dans les achats alimentaires, puisque ça fait écho aussi à l'actualité. Je précise d'ailleurs que c'est une proposition de France Urbaine qui date depuis quelques années. C'est qu'aujourd'hui vous avez d'un côté des collectivités qui établissent des stratégies alimentaires territoriales, on appelle ça des PAT,
des projets alimentaires territoriaux qui visent à organiser à la fois l'agriculture, l'achat de denrées alimentaires et en gros de donner des perspectives durables à des agriculteurs, notamment pour celles et ceux qui s'inscrivent vers des modèles plus respectueux de l'environnement. Il faut que la commande publique, elle puisse être au service de ces stratégies. Alors, elle peut l'être en partie parce qu'on peut valoriser les délais de transport, les délais de livraison, la tonne carbone, etc. Mais sincèrement, déjà que la commande publique, c'est compliqué. Si vous allez demander à un agriculteur de raisonner en coût, de faire une analyse cycle de vie, ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est dès lors qu'une collectivité a une stratégie agricole, une stratégie alimentaire qui est publique, qui a été discutée démocratiquement, et bien de lui donner les moyens qu'au travers de sa commande publique, elle puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés et qui ont été démocratiquement votés, en lui donnant la liberté totale pour 50% de ses achats, des modalités de passation. Et juste un dernier point, je sais que je suis déjà au moins 2 ou 3 minutes, mais je termine après, promis. Je voulais juste préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de faire que de l'achat local, parce que de l'achat alimentaire durable, ça peut aussi consister à aller contractualiser avec des petites pêcheries, et toutes les villes ne sont pas côtières, et donc il faut permettre d'aller passer des contrats avec des pêcheries durables, éventuellement en gré à gré, éventuellement après mise en concurrence, mais de laisser pour une partie, nous on dit 50%, c'est un pourcentage éventuellement à discuter, en tout cas une liberté de passation. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Merci Christophe Amoretti-Hannequin, je pense qu'on peut l'applaudir encore. Nathalie Leroy me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas assez de débats et de clash entre les différents intervenants, donc il faut que la prochaine question soit un peu plus violente, c'est ce qu'on prépare. Donc on a la chance d'avoir avec nous Étienne Müller, qui est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg, qu'on peut... Donc ça c'est la question clash buzz. Alors on a eu une définition de la souveraineté, je suis persuadé que vous n'avez pas la même. C'est quoi la souveraineté dans l'achat public ? Je suis désolé de vous décevoir, mais il ne va pas y avoir de clash. Désolé Nathalie. Non, je rejoins pas mal ce qui a été dit. En fait, le terme de souveraineté, il est utilisé un petit peu à des fins de communication, très clairement. Alors, le professeur de droit peut donner une définition de la souveraineté qui est le pouvoir de décision suprême et inconditionné d'un État. Mais évidemment, ce n'est pas de cela qu'on parle. Alors, néanmoins, il y a une ambiguïté. Moi, je trouve, dans l'utilisation qui est faite de ce terme de souveraineté. Ça peut signifier l'autonomie stratégique, comme ça a été dit. Parce qu'il est évident qu'il y a des États qui peuvent être parfaitement souverains du point de vue du droit international, mais qui sont plus ou moins sous influence d'autres États, de pouvoirs économiques et financiers. Et à cet égard, on voit tout de suite, c'est assez évident que dans certains domaines, par exemple la défense, la sécurité, l'énergie, l'indépendance stratégique peut être un paramètre tout à fait important de l'achat public. Mais, et c'est là où il y a une ambiguïté, quand on parle de souveraineté économique dans un sens plus large, ça peut être aussi compris comme une forme de patriotisme économique. Et dans ce cas-là, ça renvoie à l'idée d'une politique industrielle qui serait plus protectionniste. Et là, à mon avis, les enjeux sont quand même différents et les choses sont quand même beaucoup plus instables sur le plan juridique. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours compris dans mes cours de droit que la commande publique prohibe le localisme. Alors, est-ce que finalement, ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est on n'est pas avec des grands bandits qui ne devraient surtout pas accepter la souveraineté et le localisme ? Alors, je commencerai par rappeler un constat qui, à mon avis, est trop souvent ignoré, c'est que l'achat public reste quand même massivement un phénomène local. Et les études, maintenant on commence à avoir des études économiques assez développées, notamment sur la base des données essentielles de la commande publique et d'autres bases de données avec le big data. Et que montrent ces études ? Elles montrent que pour la moitié des marchés publics, la distance acheteur-fournisseur est de moins de 50 km.
Elle montre aussi que la part des marchés attribués à des entreprises étrangères, au sens large, c'est 12%. La part des importations extra-européennes dans la commande publique, c'est autour de 4%. Alors évidemment, je ne dis pas que dans certains domaines, il y a des enjeux tout à fait importants, mais si on voit les choses de façon globale, il ne faut pas oublier que les règles de la commande publique, en fait, de fait, n'empêchent pas l'achat local. Alors maintenant, est-ce que ces règles prohibent le localisme ? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que selon ces règles, les marchés publics doivent être attribués sur la base des mérites objectifs des offres au regard des besoins de l'acheteur et pas en considération de l'origine nationale des opérateurs qui proposent ces offres. Est-ce que ça veut dire que pour de l'indépendance stratégique, pour la sécurité des approvisionnements, on peut justifier une implantation locale ? Alors absolument. Et on peut d'ailleurs remarquer que certains objectifs qui peuvent justifier une implantation locale, non seulement ont été admis par la jurisprudence, y compris la jurisprudence européenne, mais sont aujourd'hui même expressément prévus par les textes. C'est le cas de la sécurité des approvisionnements, mais aussi des conditions de livraison, du service après-vente, de l'assistance technique, ou encore des approvisionnements directs des produits de l'agriculture. Tout ça, c'est des objectifs qui sont dans les textes et qui peuvent justifier qu'on impose une implantation locale. Alors, bien sûr, ces exigences, elles doivent toujours être justifiées et proportionnelles, font l'objet éventuellement d'un contrôle juridictionnel, et le juge va contrôler notamment qu'elles sont bien en rapport avec l'objet du marché, qu'elles ne donnent pas de choix complètement arbitraires à l'acheteur et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Et par exemple, il est clair qu'on ne peut pas avantager un candidat qui possède déjà une implantation locale par rapport à un candidat qui va vous dire voilà, l'implantation locale est nécessaire, je m'engage, si j'obtiens le marché, à en créer une. Voilà. Mais il y a des idées qui sont quand même des belles idées. Par exemple, développer le tissu économique local, ça me semble être une belle idée. Une autre belle idée, c'est de lutter contre la désindustrialisation. Ça me semble logique, sain. Est-ce que c'est défendable, ça ? Alors oui, ce sont des objectifs politiques qui sont tout à fait défendables. La désindustrialisation, par exemple, est une préoccupation politique tout à fait majeure. Pendant un moment, on a un petit peu occulté ce problème parce qu'on parlait de tertiarisation de l'économie. Aujourd'hui, on sait que la désindustrialisation, c'est vraiment une perte de substance économique. Donc, ce sont des objectifs politiques qui sont tout à fait défendables. Mais c'est vrai que si on en fait des objectifs de l'achat public, là, évidemment, c'est problématique parce que là, il y a clairement une dimension protectionniste qui n'est pas en soi compatible avec la réglementation de la commande publique. Mais, encore une fois, je crois qu'il faut raisonner de façon un peu pragmatique et il faut partir, à mon avis, de ce constat que, de fait, de facto, l'achat public est quand même un phénomène massivement local. C'est-à-dire que qui va obtenir des marchés en France, c'est quand même beaucoup des entreprises françaises. Qui va obtenir des marchés en Alsace, c'est quand même beaucoup des entreprises alsaciennes, de facto. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'achat public peut quand même être un levier de ces politiques. Je pense en particulier à l'innovation dans l'achat public. Si on part du constat que très souvent ce sont des entreprises locales qui obtiennent des marchés publics, alors on peut dire que promouvoir l'innovation dans la commande publique, c'est aussi accompagner les entreprises innovantes qui vont structurer et dynamiser le tissu économique local, voire pourquoi pas se projeter à l'international. Et il y a des outils qui existent pour promouvoir l'innovation dans la commande publique. Il y a les marchés innovants de moins de 5 000 €, il y a les partenariats d'innovation. Donc il y a des choses à faire. Alors bien sûr, il faut faire ça. Voilà, il y a aussi des risques. Si l'achat public devient une aide publique déguisée, alors là, il peut aussi y avoir des problématiques juridiques. Mais en tout cas, c'est possible. Moi, j'ai mon fils Victor qui a 10 ans et il m'a posé une question, pour toi, parce qu'il sait qu'il y a des accords de l'OMC sur les marchés publics. Il se dit, mais est-ce que ça veut dire qu'au sein de l'Europe, on pourrait pratiquer une forme de protectionnisme par rapport à ces accords publics de l'OMC ? Il est très précoce. Ah oui, Victor a des préoccupations tout à fait actuelles. Si tu veux faire un master en contrat commande publique. Eh ben voilà. Une nouvelle page de pub. Un peu tôt, mais oui. Alors c'est vrai que la souveraineté, on peut aussi la voir sous un angle européen.
Et évidemment, dès qu'on se pose cette question de la souveraineté sous un angle européen, très vite, on se rend compte qu'il y a des accords internationaux qui lient l'Union européenne avec des pays tiers. Et lorsqu'un tel accord international est applicable, les directives européennes et les textes nationaux qui les transposent prévoient que les entreprises et les produits de ces pays qui sont signataires de ces accords doivent bénéficier des mêmes conditions d'accès à la commande publique européenne. Alors, cela dit, il faut bien voir qu'en fait, ces accords fonctionnent d'une façon qui est très, très complexe. Si on prend le principal accord international, c'est l'AMP, l'accord plurilatéral sur les marchés publics qui a été conclu au sein de l'OMC, qui comprend il y a 22 États signataires, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y a le Canada, la Suisse, l'Australie, l'Ukraine, par exemple. Alors, là où il faut faire vraiment attention, c'est que chaque partie définit quel marché elle veut ouvrir et vis-à-vis de qui. Et donc, il ne faut pas seulement regarder si l'État est signataire, il faut regarder précisément quels sont ses engagements et vis-à-vis de qui. C'est-à-dire qu'on retrouve de la bilatéralité au sein de cet accord plurilatéral. Et ça veut dire qu'en pratique, il peut être assez compliqué de déterminer quelle situation concrète va être couverte par un accord international. Ça peut nécessiter une expertise juridique relativement poussée. Alors, cependant, ce qu'il faut quand même préciser aussi, c'est que il y a certains secteurs stratégiques, et surtout, par exemple, la défense nationale, qui ne sont jamais concernés par ces accords. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans les directives européennes, dans le Code de la commande publique, il y a un principe de préférence européenne en matière de marché de défense et de sécurité. Alors si on sépare la partie défense-sécurité qu'on comprend bien, par exemple, il y a des pays qui ne sont pas du tout dans des accords, je pense à la Chine, qui sont dans aucun accord international. Est-ce que ça veut dire que les acheteurs, les responsables d'achat, les directeurs achats qui sont là en physique à Strasbourg ou qui sont en distanciel, ils peuvent restreindre l'accès au marché public à la Chine ? Alors ça, c'est une question qui est très d'actualité et à laquelle je réfléchis pas mal et qui me paraît en fait, à mon avis, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit souvent. Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, c'est vrai que, si on prend l'exemple de la Chine, par exemple, la Chine n'est pas partie à l'accord sur les marchés publics, la Chine n'est pas partie à un autre accord bilatéral avec l'Union européenne. Et si on raisonne à contrario, elle ne devrait pas bénéficier de cette garantie d'un accès qui serait le même que des entreprises européennes. Et c'est ce raisonnement à contrario que retient le Code de la commande publique, l'article L2153-1, qui dit voilà, quand un accord international n'est pas applicable, eh bien l'acheteur peut tout à fait décider de restreindre l'accès à ces marchés par les opérateurs des pays tiers. Mais d'un autre côté, restreindre l'accès des entreprises des pays tiers, c'est une question de politique commerciale commune. Or, la politique commerciale commune, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et alors, cette question de compétence, elle a pris une importance nouvelle avec le règlement qu'a cité tout à l'heure Laure Bédier, le fameux règlement INPI, c'est-à-dire cet instrument dont s'est dotée l'Union européenne et qui donne à la Commission européenne le pouvoir de mener des enquêtes sur les obstacles que peuvent rencontrer les entreprises européennes dans d'autres pays, notamment la Chine, pour ouvrir des négociations avec ces États, quand on constate qu'il y a des entraves, et le cas échéant, prendre des mesures de rétorsion, alors qu'ils vont concerner de très gros marchés, mais on va pouvoir dire, nous on va restreindre parce qu'on constate que vous aussi, vous avez restreint. Alors on lit souvent que ce règlement a conforté le dispositif français, l'article L2153-1. Moi, j'en suis pas convaincu, et j'en suis pas convaincu pourquoi ? Parce que je vois pas très bien comment cet instrument peut fonctionner. Cet instrument qui suppose donc de faire de la Commission européenne un véritable pouvoir de négociation internationale dans l'ouverture réciproque de la commande publique à l'échelle globale, si d'un autre côté, on laisse chaque acheteur décider dans son coin. Et donc là, il y a une vraie ambiguïté sur la question de la compétence. On sent que la Commission européenne elle-même est très mal à l'aise parce que politiquement, elle marche un peu sur des œufs. Il y a des États qui militent très fortement, je pense que la France en fait partie, pour que chaque acheteur national puisse décider de restreindre. Je sais qu'actuellement, il y a 2 affaires qui sont pendantes devant la Cour de justice de l'Union qui concernent des restrictions qui sont mises
à des opérateurs qui viennent de pays tiers non signataires d'accord, la Cour devrait se prononcer dans quelques mois et à mon avis, elle devrait aborder cette question de la compétence. J'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose qui clochait avec la logique, parce que on n'en a pas parlé, mais effectivement, le Made in France, c'est le produit qui est fait en France, ou le Made in China. Et là, la discussion qu'on a, le propos qu'on a, c'est de dire quelle est la nationalité de l'entreprise. Et donc, finalement, intuitivement, on parle de la nationalité de l'entreprise, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est savoir où est fabriqué le produit. Donc, est-ce que c'est pas plutôt ça le vrai sujet ? Alors oui, en fait, si on est vraiment rigoureux, le vrai sujet, ça devrait être ça, c'est-à-dire quelle est l'origine des produits qui composent les offres des opérateurs. D'abord, c'est difficile à mesurer économiquement, ce taux de pénétration. J'ai parlé tout à l'heure de 3 à 4%. C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodologies qui sont employées par les économistes. On estime que les produits extra-européens, c'est autour de 3 à 4%. Alors, cette question, juridiquement, cette question de l'origine des produits, elle est encore plus délicate que celle de l'accès des entreprises. Pourquoi ? D'abord parce que les produits qui sont issus des pays tiers peuvent être utilisés par des entreprises françaises ou des entreprises européennes, qui, elles, vont pouvoir se prévaloir de cet accès, puisque ça leur est garanti par les textes nationaux, par les directives européennes. Alors, il faut une base juridique qui permettent de dire, voilà, s'il y a trop de produits extra-européens, on va pouvoir écarter. Alors, il y a une base juridique qui existe dans le Code de la commande publique. C'est une disposition qui provient d'une directive et qui dit que les entités adjudicatrices qui passent des marchés dans certains secteurs, les secteurs de l'eau, les secteurs de l'énergie, des transports, des services postaux, vont pouvoir écarter une offre dans un marché de fourniture si elle contient plus de 50% de produits qui sont originaires d'un État tiers et qu'aucun accord international est applicable. Alors, d'une part, c'est une disposition qui a un champ d'application quand même très réduit, certains secteurs, que les marchés de fourniture, etc. Et d'autre part, en fait, en pratique, il peut y avoir une vraie difficulté à déterminer ce que c'est que l'origine d'un produit. Et alors, il y a un guide qui a été produit par le ministère de l'économie et des finances sur cette question-là. Mais c'est aussi pour ça que dans le règlement INPI que j'ai évoqué tout à l'heure, la Commission a abandonné cette approche en termes de produits au profit d'une approche en termes d'opérateurs, parce qu'en fait, c'est plus simple d'agir comme ça. Je pense qu'on peut remercier Étienne Müller. Les plus juristes d'entre vous avaient effectivement l'œil humide en écoutant, c'était impressionnant. Alors, vous savez, en termes de communication, le vouvoiement et le tutoiement, c'est un vecteur. Et donc, il y a certains intervenants qui étaient là et que je connais depuis 20 ans, mais on s'est vouvoyé pour se donner une distance. Et là, c'est le dernier intervenant à une table ronde. Donc, on va se tutoyer, on va se faire une discussion un peu au coin du feu avec Jean-Luc. Jean-Luc, tu vas bien ? Oui. Il va toujours bien, Jean-Luc. Bon, donc, alors attends, on va parler sérieusement. Entre nous, il n'y a plus personne. C'est quoi finalement, pour toi, cette fameuse souveraineté qui est tant recherchée dans les achats ? Moi, je crois que tout a été dit là. En fait, tu me proposes là, en étant le dernier intervenant, de faire la voiture balai, mais il n'y a pas grand-chose à ramasser parce que les idées ont été vraiment bien explicitées. Je vous remercie. Donc, le mot souveraineté, on a dit comment il pouvait être connoté, comment il était pas forcément adapté à ce qu'on recherchait. Et du coup, moi, je me suis dit d'en faire une définition qui serait vraiment le concept porté aux achats. En réalité, la souveraineté dont on parle là, c'est garder un niveau de maîtrise de ses achats cohérent avec les risques qu'on peut imaginer ou qu'on entrevoit. Donc ça veut dire que d'abord c'est quelque chose de fluctuant. Ce niveau de maîtrise, il a pour intention de garantir son activité à l'instant T et surtout à T+1. Il doit permettre d'évoluer là-dessus sur des évolutions qu'on ne connaît pas non plus. Donc on voit que c'est un scope assez variable, quoi. On peut juger ça d'une façon plus ou moins large, plus ou moins importante. Assurément, on voit aussi qu'il y a une interprétation de base qui part du principe, c'est quoi notre besoin ? Alors ça a l'air très simple, ça. J'ai entendu depuis tout à l'heure, et je pense que c'est un formidable outil, y compris dans la commande publique, de peut-être mieux définir son besoin.
parce que c'est la clé, et si on part dans un besoin qui explicite justement ce besoin, cette nécessité d'aujourd'hui, cette nécessité de demain, qu'on l'englobe avec un certain nombre d'autres tenants et aboutissants, d'externalités, etc., on va pouvoir agir différemment sur ce qu'on appelle sa souveraineté ou sa maîtrise des achats. Voilà. Ce dont je suis sûr, c'est que les achats sont aussi un formidable... Quand on parle d'un portefeuille achat, c'est une diversité... voilà, très difficile de parler de ces achats. On a des choses très différentes, des choses très stratégiques. Quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure qu'on ne parlait pas de commodités. Oui, il y a un certain nombre de commodités dans ce qu'on achète. Effectivement, on a des prestations, des volumes importants, d'autres moins, et pour autant aussi très impactants sur son activité. Donc en fait... on va chercher de faire des effets de levier là-dessus, parce que les achats, c'est ça, quoi, hein, c'est cette partie-là. Et la souveraineté, on l'a bien vu, elle a été complètement remise en cause, qu'on imaginait, et je peux vous dire qu'un certain nombre de multinationales étaient persuadées d'avoir une maîtrise des risques qui était optimale et particulièrement bien calibrée. Et on se donne les arguments qu'on veut, hein, mais tout ça est quand même tombé un petit peu, quoi. Un petit peu. Donc là, on est clair qu'aujourd'hui, il y a une volonté de robustesse de la chaîne de valeur. Et dans ce cas-là, quel est l'intérêt de la territorialité dans cette recherche de robustesse de la chaîne de valeur? Oui, on voit que tout de suite, il y a une dimension qu'on doit avoir dans ces achats. Alors, d'abord, évidemment, il faut tout de suite dire que toutes les approches doctrinaires présentent beaucoup plus de dangers. Il faut avoir une approche analytique, mais on voit que la territorialité a sa part. Alors, encore faut-il définir quel est le territoire de son entreprise, hein. Et effectivement, d'abord, on s'apercevrait, et vous le soulignez, Étienne, que c'est vrai aussi pour les entreprises, il y a une part notable des achats qui sont déjà sur le territoire, parce qu'il y a quand même un certain nombre de bon sens qui conduisent ces achats-là. Et en fait, la territorialité, c'est la capacité d'aller quand même travailler un certain nombre de ses besoins avec un territoire sur lequel on partage un tas de choses déjà, une capacité à travailler en commun, une stabilité, un cadre politique et juridique qui est parfaitement cohérent, une capacité, parce qu'on a des valeurs, des modèles managériaux qui sont ensemble. Il est évident que pour certains des besoins, c'est une nécessité de pouvoir travailler comme ça. En tout cas, c'est un plus. C'est sûr. Je sais que dans les mots-clés, il y a souveraineté chez toi, mais il y a un mot que tu aimes beaucoup, qui est le mot écosystème. Pourquoi ça a autant d'importance pour toi, pour les achats et pour les achats publics? Parce que, d'abord, l'histoire montre que pour être... alors, évidemment, pour un achat public, c'est encore plus évident, hein. Pour le public, il vaut mieux que, finalement, l'État se porte bien, que la collectivité se porte bien, que les individus se portent bien. Mais c'est vrai aussi pour une entreprise. On sait que les entreprises performantes, elles travaillent tous dans des écosystèmes qui sont eux-mêmes performants. On ne peut pas s'isoler. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, on voit d'ailleurs des paradoxes. Hein, certains secteurs où la concurrence est farouche en France, alors qu'on a des premiers de classe et des premiers mondiaux. Et on voit qu'au contraire, des secteurs s'appauvrissent et qu'il y aurait peut-être la place, on pourrait penser, pour faire naître quelqu'un. Et en fait, non, parce qu'il n'y a pas l'écosystème. Il faut un écosystème. On parlait tout à l'heure d'interdépendance. Effectivement, aujourd'hui, encore plus demain, on le voit de plus en plus, il y a une complexité et il y a une maîtrise très complète qu'il faut avoir, qu'aucune entreprise n'a la capacité de répondre à son besoin. On l'a vu, hein, la plus grosse entreprise européenne, enfin une des plus grosses entreprises européennes, c'est Stellantis aujourd'hui. Stellantis, ils ont beau être cette entreprise extraordinaire, sans un certain nombre de partenariats japonais, ils ne peuvent plus. Voilà, ils ne peuvent plus faire de voitures. C'est quand même assez emmerdant. Donc oui, il faut travailler cet écosystème. Il vous le rend. L'écosystème vous le rend, c'est sûr. C'est sûr et certain, ça. Donc là, tu as beaucoup répondu avec la casquette CNA. Je ne peux pas m'empêcher de te demander de répondre avec la casquette Eiffage aussi. Eiffage, c'est une énorme entreprise, très, très, très présente dans toute l'Europe. Donc, évidemment qu'elle va avoir elle va avoir des achats, je ne vais pas dire globaux, mais en tout cas au moins européens. Comment tu fais coller les deux avec achats locaux, achats territoriaux? Alors, je pense qu'il y a les achats, et j'avais eu l'occasion déjà de le dire, et c'est vrai pour Eiffage, il doit être extrêmement cohérent. Le modèle
l'entreprise, elle a un territoire de vente, d'activité, de développement. Le territoire achat doit être cohérent avec ça. Voilà, il doit y avoir une grande cohérence. C'est pas encore le cas partout, hein. On sait qu'il y a certains acteurs qui prétendent par exemple vendre du développement durable et qui l'appliquent pas encore totalement à leurs achats. Je pense que ça va être vite sanctionné par le marché, vite sanctionné. Donc la logique là-dessus, c'est de dire pour FH, qui est une entreprise à la fois globale et très régionale dans ses activités, c'est qu'il faut une part réelle des achats qui soient faits localement. Il faut que on ait pensé à ça. Il faut que l'on imagine que les marchés publics, nous on répond à un certain nombre de marchés publics, nous le permettent, hein, quand on nous met des clauses d'insertion, quand on nous met des choses comme ça. Enfin, mais c'est très sain, quoi. C'est extrêmement sain. C'est pas une partie pénalisante, ça. Et ça enrichit l'entreprise, évidemment. Donc, on prend ça en compte, on le décline sur nos grands fournisseurs de façon à s'assurer qu'ils soient présents sur les territoires où on doit être. Je reviens toujours avec ton rôle, ta casquette Eiffage. On a beaucoup parlé du sujet environnemental, mais sous le sujet environnemental, dans la réalité, dans les contraintes juridiques, c'est quand même quelque chose qui est très, très orienté vers les grands groupes. Toi, tu dois avoir plein de PME, de TPE dans le BTP, dans la construction. Comment tu fais matcher les deux? Comment tu onboard ces gens-là? Comment tu les fais bouger? Parce que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Alors, c'est pas simple si on veut, si on les accompagne pas. Effectivement, on peut y avoir un coup d'accès. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure pour les PME, qui fait qu'à un moment donné, on va en perdre un certain nombre. Et là, on appauvrit son écosystème. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens quand même. D'abord, on a la numérisation, la digitalisation aujourd'hui, les outils dont on dispose et ceux qu'on peut créer peuvent quand même faciliter l'accès. On parlait par exemple de l'ACV, qui est un élément essentiel. Je veux dire, si on veut aller au cœur de la transition écologique, il faut passer par des ACV, et des ACV les plus individuels possibles, les plus locales possibles, qui concernent vraiment un produit, pas une généralité. Et ça, c'est accessible. Ça, c'est accessible alors peut-être pas, tout à l'heure on disait aux petits agriculteurs, encore que, mais en tout cas c'est assez rapidement accessible à des PME. Il faut pouvoir mettre en valeur ça. Il faut leur faciliter à travers l'outil numérique le fait que cette ACV vertueuse, parce que c'est la mesure qui est vertueuse. Dans l'absolu, on parle beaucoup de produits décarbonés. Je ne crois pas beaucoup aux produits décarbonés, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Par contre, il y a de la mesure carbone, oui. Il y a des produits qui ont une mesure et des produits qui n'en ont pas. Et quand on commence à mesurer, évidemment, on est sur un schéma très vertueux. Et donc, il faut mettre en valeur ces ACV, il faut développer les produits, il faut s'assurer qu'elles apparaissent aujourd'hui au même niveau que le prix. C'est un élément essentiel. Alors, chez Eiffage, effectivement, on travaille là-dessus depuis de nombreux mois maintenant pour mettre ça vraiment, tout le monde en face de ses responsabilités et rendre accessible aujourd'hui, par exemple, le carbone. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on peut remercier très, très, très chaleureusement Jean-Luc Barras. Merci. Bon, vous connaissez le principe, hein, on dit toujours le meilleur pour la fin. On est sur la territorialité, donc celle qui va conclure sera complètement dans la territorialité. Elle est née ici, elle a fait toute sa carrière ici, et même si elle a fait ses études hors de sa région natale, elle se disait qu'elle n'y reviendrait pas. Et finalement, elle a toujours trouvé les meilleurs jobs dans cette région. Professionnellement, c'est une région qui l'a toujours retenue. Donc on est à fond dans la territorialité. Donc elle travaille dans les achats depuis 25 ans, avec une expérience extrêmement forte dans l'agroalimentaire, les achats directs et dans les achats indirects, d'emballage. On est presque en train, on a presque l'impression que je suis en train de vendre son CV, c'est pas le sujet. Ça fait 10 ans qu'elle s'occupe pour le CNA de la région Grand Est. Et vous l'avez reconnue, c'est Angélique Osterman, qui est donc présidente du CNA Grand Est et qui est responsable achat dans le groupe Colin. Elle adore promouvoir la fonction et on a de la chance, vous avez de la chance, c'est elle qui va faire la conclusion de cette très belle journée. Et on peut l'applaudir.
Le micro. Je pense qu'il fallait une égalité, hommes et femmes. Moi, j'ai la primeur de la conclusion. Donc, je suis plusieurs. Hein, en tout cas, merci. Déjà, merci à tous les intervenants. Quel échange! Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je viens du privé. Je viens d'apprendre plein de choses. Et je me rends compte qu'entre le privé et le public, il n'y a pas une grande différence. Et surtout, les crises, je pense qu'on les a vécues toutes de la même manière. Ça, c'est une certitude. Mais ces dernières années, on a vraiment subi des turbulences. On a subi des mutations dans notre métier. Mais nos expertises durant toutes ces années, et je le vois par rapport à tous les intervenants, on a su les analyser, les stocker, les analyser, se dire qu'est-ce qu'on peut en ressortir, comment on va gérer demain, est-ce qu'on va gérer une nouvelle crise encore une fois? Je pense que oui. Moi, personnellement, dans le privé, je viens de la vivre, puisque c'est le canal de Suez. Alors, je ne vous dis pas dans l'embarras où je suis. Mais en tout cas, on arrive toujours à trouver des solutions, à pouvoir discuter avec nos partenaires, à pouvoir changer les choses. Donc je vois bien que dans la fonction publique et tout sous dans la commande publique, ça s'ouvre. Et bravo. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est une grosse machine à faire tourner, à faire bouger. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opportunités et que vous êtes toujours en train de les saisir. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, on est tous des décisionnaires dans nos métiers. Qu'on ait le titre ou on n'ait pas le titre, on est quand même décisionnaire. Et là, ce qui est difficile, c'est d'accompagner tous nos collaborateurs à ce changement. Donc, autant dans l'Eurométropole, Bruno, tu l'as clairement dit, c'est clairement difficile d'accompagner, de faire changer, de se dire ce qu'on faisait avant, c'était bien, mais ce qu'on va faire demain, ça sera encore mieux. Il y a... Christian, le Schweizer. Ça, c'est une évidence. Alors moi, dans le domaine public, on n'est pas dans un Schweizer, mais on est dans les normes ISO. Et on se rejoint tout à fait, puisque le point commun qu'on a entre la fonction publique et la fonction privée, c'est notre label. Relations fournisseurs et achats responsables. On se rend compte que c'est identique. Qu'il suffit juste d'y aller et que c'est pas compliqué. La seule chose qui est plus difficile, c'est d'accompagner nos partenaires externes à comprendre ce qu'on souhaite, ce que c'est vraiment une vraie RSE. Parce que je pense qu'il y a plein de définitions. On a toutes nos définitions sur la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? Mais la RSE, c'est un peu plus compliqué. Chacun a son point de vue. Mais je pense qu'il y a un ensemble commun et qu'il faut avancer dans cette perspective pour mieux trouver un commun accord dans l'achat. Et à partir de là, les achats durables reposent aussi sur des valeurs, et surtout des valeurs d'entreprise. Donc il faut y croire. Il faut vraiment que cette gouvernance aussi sur les industriels ou sur les entreprises ou les artisans, c'est de se dire il faut qu'on y aille, on a cette obligation d'y aller. Et là, on l'a aussi revenu dans les premières tables rondes, on l'a vécu dans la seconde table ronde, qu'on se rend compte que ces points communs, ils sont là. Le plus difficile, c'est comment, mais ce n'est pas le résultat. Le résultat, il va être là. Après, les années qui viennent, on se dit qu'avec ces crises successives, ces mutations successives, est-ce que ça va peut-être nous permettre d'aller plus vite, plus loin, modifier les changements plus vite? Mais dans une évidence qui est là, c'est que notre métier n'a pas fini de changer. Et ça, c'est magnifique. On ne s'ennuiera jamais aux achats. Mais jamais. Après, la preuve, on a un forum, le 7e, sur les achats publics. Comme disait Jean-Luc, on aura le 8e au ministère de l'Intérieur, mais c'est splendide. On avance. Et en plus de pouvoir cumuler le privé et le public, ça c'est fantastique. Il y a 10 ans, je ne pense même pas qu'on avait pu l'idée de le faire. On est pareil. Mais on va revenir un tout petit peu sur le CNA. Parce que CNA, c'est une belle association. C'est une association où il y a un libre-échange, par contre, sans barrière, sans procédure, mais qui est juste là pour nous indiquer qu'on a les mêmes problématiques, qu'il faut en discuter, qu'il faut faire, qu'on a les mêmes valeurs, on a le même sens du métier, et qu'il faut qu'on avance ensemble. Ça se décline sur un marché national, bien sûr, avec Jean-Luc, mais surtout, ça se dynamise dans les régions.
un peu protectionniste, je veux dire, oui, moi au niveau du CNA, mais on essaye de dynamiser cette région qui est déjà dynamique en tissu industriel et en tissu artisanal. On est vraiment important. Mais dynamiser, ça veut dire aussi proposer des webinaires, proposer des actions, proposer des forums qui vous aideraient à mieux communiquer et à se dire « Ah oui, c'est peut-être une bonne idée. Pourquoi je ne le mettrais pas en place ?» Ces idées viennent de vous. Elles ne viennent pas que de nous au niveau du CNA. Nous sommes là pour vous écouter et pour dire qu'est-ce que vous avez besoin ? Est-ce que j'ai entendu la RSE, j'ai entendu le Speiser? Est-ce que les problèmes avec les artisans, au niveau de la souveraineté, comment faire les marchés publics? La question serait quoi? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à vous expliquer ce que c'est un Speiser? Comment, en tant qu'artisan, on peut le mettre en place facilement et que ce n'est pas quelque chose d'insurmontable? Oui, pourquoi pas? Il n'y a pas... Là, on en parle parce qu'on a des connaissances, il y a des expertises à côté, mais l'expertise vient aussi d'un dialogue. Et j'espère que le CNA, là, doit vous l'apporter. C'est notre rôle, c'est notre envie, c'est notre passion. Voilà, c'est parce que le métier des achats, c'est quelque chose de fantastique. En tout cas pour moi. Mais il y a une chose qui est sûre et qu'on voudrait, c'est que ça reste aussi un réseau. On avait parlé sur la table ronde numéro 1 des réseaux internationaux, des réseaux communs, des réseaux d'acheteurs. Voilà, le CNA, c'est ça, c'est un réseau. Et ce réseau, il doit être là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous soutenir dans des choix ou simplement dans des décisions qui sont difficiles à prendre. On ne dira pas qu'on vous aidera à la prendre, la décision, mais on vous donnera tous les outils ou la modélisation pour le faire. Donc, sur ce point, je suis peut-être bavarde ou moins bavarde que les autres, mais j'espère que ce forum vous a plu. J'espère que certaines questions que vous aviez ou interrogations, on a pu apporter peut-être une réponse ou un début de réponse, ou des idées à dire, c'est pas si compliqué, il faut changer. La conduite du changement, ce n'est pas aborder un précipice, c'est juste quelque chose de plat et il suffit d'avancer. L'envie. Donc voilà. La seule chose que je voudrais vous dire, CNA Grand Est, j'ai besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Angélique Osterman. On va conclure par les remerciements. Je pense qu'on peut aisément remercier toute l'Eurométropole de Strasbourg, Pia Ims, Bruno Kobel, Christian Brassac et l'ensemble des équipes de l'EMS qui ont fait un boulot absolument extraordinaire. Florence, Philippe, le service communication, le service protocole. Ce premier applaudissement, c'est pour eux. On va remercier les partenaires de l'événement que vous avez pu croiser là-bas. Donc il y a freelance.com, Oxalis, Achat Propreté et la médiation des entreprises qu'on peut féliciter aussi. Évidemment, on va remercier l'ensemble des intervenants qui ont bien préparé le sujet. On n'a pas été sur des gens qui ont été longs, qui ont été incompréhensibles. Il y a eu un boulot énorme. Certains sont venus de loin pour finalement parler un quart d'heure. Donc ça, c'est extrêmement appréciable. Il y a un travail qui a été fait en amont, qui a pris beaucoup de temps pour délivrer un produit qui était facile à comprendre, mais qui passait des bons messages, qui était de haut niveau et complètement accessible. Donc je pense qu'effectivement, tous les intervenants que j'ai pas cités, on peut les applaudir maintenant. Et évidemment, on va remercier le CNA, Jean-Luc Barras, Yves Lila qui est là, Angélique Osterman, Nathalie Leroy, Natacha Soria et toutes les équipes du CNA. Et juste pour conclure, donc moi je suis Olivier Van Stock d'Agile Bayer et je voulais vous dire que j'ai eu un énorme plaisir à passer ces moments avec vous. Merci Olivier. Peut-être un petit mot, Olivier pour peut-être le mot de la fin également. Donc vraiment remercier Olivier qui a fait un travail formidable pour préparer cet événement.
Je voulais aussi remercier tout particulièrement Yves Bentolila qui est à mes côtés. Je voulais dire que ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur la préparation de cet événement et qu'il n'aurait pas été ce qu'il a été sans la contribution importante d'Yves. Voilà, à la fois sur le fond, sur la préparation, sur les interventions, le contenu. Donc un grand merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Et vraiment pour terminer cette fois-ci, je vous donne 2 dates importantes à noter où on pourra à la fois se retrouver et partager. Ce sont les universités des achats, la matinale d'ouverture le 18 juin et le prochain forum achat public que vous pouvez déjà noter le 6 novembre prochain au ministère de l'Intérieur. On vous remercie et on vous souhaite à tous un bon retour et un grand merci à tous ceux qui étaient présents ici et à distance. À bientôt. Merci. Être acheteur, c'est être curieux, aller sur le terrain, aller à la rencontre des autres. C'est toujours mettre du lien entre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui vont agir dans un même processus commun. Et donc finalement, être un bon acheteur, c'est comme créer une symphonie avec des mélodies de plein de gens. Et tout le monde travaille ensemble pour une belle musique en fait. C'est un métier passionnant. Il exige évidemment des compétences techniques de plus en plus développées, mais des compétences aussi relationnelles, des compétences humaines, des capacités de travail en équipe. Si on parle aujourd'hui beaucoup de soft skills, c'est peut-être qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'enjeu sur le relationnel est un enjeu différenciant. Et que la capacité des acheteurs aujourd'hui d'amener avec eux, d'embarquer avec eux, d'inclure dans un travail collaboratif toutes les ressources internes nécessaires, toutes les ressources externes évidemment nécessaires, c'est quand même une clé de performance évidente. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est piloter une relation avec des partenaires stratégiques de l'entreprise. C'est également construire et aboutir à des consensus avec des situations de départ qui sont parfois confrontantes et clivantes, et se dire que finalement, on a réussi à mettre en place ce consensus. Et enfin, je le cite en dernier, mais j'aurais pu le dire en premier parce que ça m'est vraiment cher, c'est d'être en lien, en prise directe avec le monde agricole. Régulièrement, nous invitons nos fournisseurs à ce qu'on appelle notre convention fournisseur. C'est un moment de convivialité où on les reçoit dans une ambiance agréable et on leur fait part des actualités de nos entreprises et profiter d'avoir un moment d'échange avec eux différent de la relation que nous pouvons avoir au quotidien avec eux. Ça permet de mettre un nom sur les fournisseurs, des visages, mais c'est aussi pour le fournisseur l'occasion de mieux percevoir le client direct ou indirect auquel il vend une prestation, le tout dans une ambiance conviviale. Et vous savez, finalement, la directrice des achats, ça reste quelqu'un qui a toujours une idée derrière la tête, c'est aussi de rester le client préféré, ou en tout cas un des clients préférés de notre fournisseur. Pour moi, acheteur, c'est être en capacité de rentrer en contact avec l'autre, mais de manière partenariale, capacité à développer ensemble des solutions qui conviennent aux deux parties, capacité à créer de la valeur. Et pour ça, il faut être capable de rentrer en empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qui le fait avancer. Et évidemment, il est attendu que ce soit la même chose de l'autre côté. Et à partir de là, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Alors pour illustrer cette plus-value qu'apporte la relation fournisseur renforcée, une anecdote relative à la production de tenues de combat, juste au début de la période de crise Covid, avec d'énormes difficultés pour le système de production des tenues de combat, notre opérateur économique de produire en temps et en heure. Et c'est justement avec un dialogue renforcé avec ses fournisseurs et d'autres confectionneurs du secteur, notamment français, que nous avons réussi à obtenir cette production en temps et en heure. Pour les acheteurs du secteur public hospitalier, ce n'est pas fréquent d'aller sur le terrain. En tout cas, quand j'ai commencé mon poste, ce ne l'était pas. Ils étaient souvent perçus comme des administratifs avec une conception très juridique de l'achat, qui était plutôt empêcheur d'aller plus loin et de changer et d'aller hors du cadre. Et là, aujourd'hui, ils ont été perçus comme des partenaires
des soignants qui avaient besoin que l'on mette en place un système qui n'existait pas. Et en travaillant et en tissant du lien avec les utilisateurs, ils ont réussi à leur permettre d'obtenir des choses qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Être acheteur, c'est d'abord être un spécialiste de la conduite du changement de l'entreprise. C'est avoir des qualités de leadership qui sont indispensables pour amener une entreprise, une organisation à évoluer, changer, progresser et aussi amener les marchés fournisseurs, influencer les marchés fournisseurs pour aller dans une direction que nous on souhaite. Donc pour moi, les qualités de leadership, de communication, être acheteur, c'est ça. Les qualités qu'on va le plus rechercher chez un acheteur aujourd'hui, c'est pas forcément toujours les compétences techniques, de négociation, etc. Parce que ça, on considère que les gens l'ont de base ou l'ont acquis si on prend des acheteurs un peu expérimentés. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt justement cette capacité d'influence, de leadership, d'entraînement des équipes, des directions opérationnelles, cette capacité à travailler avec les fournisseurs, d'aller chercher de l'innovation. Voilà, plus des qualités effectivement humaines, de curiosité et donner du sens à une équipe projet qui travaille avec moi. Être acheteur aujourd'hui, c'est porter un projet. On peut prendre un exemple, celui de la responsabilité des entreprises et notamment de la décarbonation de notre économie. Ce qui va être important, c'est d'avoir une conviction qui est forte, donc c'est se faire des convictions, et puis avoir des capacités de communication. Il faut avoir de l'empathie pour tout ça, pour aller communiquer avec des gens en interne, pour les convaincre de changer, de faire les choses différemment. Donc on ne va pas innover pour vouloir innover à tout prix, ça n'a pas de sens. Il faut innover dans un contexte donné. Aujourd'hui, ce contexte d'innovation qui se pose le plus souvent, c'est notamment l'enjeu de transition écologique. Donc ça nous amène à faire beaucoup de choses et de travailler avec beaucoup de monde. Un point qui est très important, c'est que quand on est acheteur, on a des leviers énormes entre ses mains pour participer au développement durable. On a des leviers pour agir au niveau du changement climatique, pour agir au niveau de la biodiversité, pour agir sur l'économie circulaire, pour agir sur la diversité sociale, le handicap, puisqu'en allouant les marchés à tel ou tel fournisseur, en cherchant à développer tel ou tel produit, on a des clés pour avoir un impact. Et ça, c'est pas donné partout. La réduction de l'empreinte carbone dans les transports est un enjeu important pour le groupe Michelin. Et dans la mesure où le groupe Michelin externalise la totalité de son transport, nous ne sommes pas propriétaires de flotte, ni de choses comme ça, la fonction achat est essentielle pour atteindre cette baisse de CO2 par rapport à l'activité. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Un premier qui était de faire du transport camion de l'Espagne à l'Angleterre pour transporter des pneumatiques, que nous avons passé en short sea, autrement dit en bateau, donc des ports espagnols à la côte anglaise. Et puis un transport multimodal ferré de la Pologne vers l'Europe de l'Ouest, où on est passé du camion à une solution train. Chez Restoria, 82% de nos impacts est issu de nos intrants, de tout ce que nous achetons. Et là-dedans, une grosse partie, 44%, c'est les achats de viande. Donc si on veut réellement déployer notre stratégie bas carbone, le premier levier, c'est nos achats. Et c'est aussi notre mission de faire en sorte que tous nos fournisseurs soient partie prenante sur le sujet, mais sans laisser certains d'entre eux sur le bord de la route, puisque nous avons un parterre de fournisseurs très hétérogène. Nous travaillons avec des producteurs, des gens qui ont des petites organisations, qui n'ont pas forcément des moyens humains dédiés sur le sujet. Nous travaillons aussi avec des grossistes, de gros industriels. Et l'idée, c'est de fédérer tout le monde dans cette dynamique pour que Restoria demain soit moins impactant en carbone, tout en gardant notre dimension responsable d'acteurs engagés dans notre écosystème et de faire en sorte qu'eux-mêmes, les fournisseurs, puissent aussi développer leur propre organisation. Donc c'est vraiment le département achat qui va être, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette démarche bas carbone auprès des fournisseurs. Donc la captation de CO2, c'est quelque chose de tout nouveau pour le groupe Eiffage. C'est une innovation qui a été identifiée par la direction achat, c'est ça qui est intéressant de souligner. Donc on a identifié la start-up Revco qui propose une solution de captation de CO2. On a décidé d'en faire un partenaire. Dans ce cadre-là, on avait un enjeu qui était clair pour nous, c'était de pouvoir rapidement répondre à la start-up et lui proposer un terrain d'expérimentation. Donc le but, c'était de poser une machine sur un site Eiffage de manière à se connecter à une cheminée qui émet du CO2, donc des gaz à effet de serre, et de pouvoir emprisonner de CO2. Embarquer les parties prenantes sur un projet de cette envergure-là, c'est clé.
Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être franc sur ce point-là. L'important, c'est la relation de confiance et le fait qu'il y ait une relation qui soit déjà établie. Donc si on analyse un petit peu, le côté transversal de la fonction achat va permettre de créer de la valeur avec les autres fonctions en interne et donc de renforcer cette confiance. Donc plus la confiance est renforcée, plus on pourra aller chercher de la transversalité et donc plus on créera de valeur. Et c'est un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant. On organise régulièrement aujourd'hui des événements avec nos fournisseurs pour faire découvrir nos produits à l'occasion d'événements de dégustation auprès des employés, des fournisseurs et autres. Donc ce rôle de contribution à la croissance de l'entreprise et non plus de gestion d'une simple relation fournisseur, eh bien ça va devenir primordial dans le futur. C'est une fonction qui a atteint un haut niveau de performance opérationnelle. Et aujourd'hui, qui se retrouve devant une responsabilité importante dans son rôle à jouer face aux enjeux actuels de décarbonation, aux enjeux RSE et même aux enjeux de souveraineté. Comme ces témoignages le montrent, il y a des mondes très différents qui se rencontrent dans l'économie aujourd'hui. Des grandes entreprises, leaders mondiaux dans leur domaine, et on en a quelques-unes en France. Des PME locales, mais performantes aussi, et qui ont besoin d'un niveau de repères important. Et le rôle du CNA, c'est d'apporter à tout ça les repères qu'il faut pour progresser dans un monde qui se digitalise très rapidement, et d'une fonction particulièrement leader dans ce domaine-là, c'est leur donner tous les repères dans la décarbonation, les nouveaux enjeux sont conséquents, et les nouvelles capacités de travailler ensemble. Et plus que jamais, si le CNA est une association aussi dynamique aujourd'hui, c'est que ce monde-là a saisi l'opportunité que présentait une approche collaborative pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est probablement quelque chose qu'on va encore voir très largement se développer dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire que la fonction achat et la direction achat devient la direction des ressources externes, ça va parfaitement dans le sens de l'histoire.